Bonjour, je m'appelle Morgane Catoire. J'accueille les entrepreneurs et les dirigeants pour parler des dessous de leur carrière. L'intention de ce podcast, c'est de parler de l'impact d'une carrière sur le premier cercle de relations et comment on deal avec la solitude de l'entrepreneur. La phase B du succès, le podcast qui parle de la face cachée de l'entrepreneuriat. Bonjour Mehmet. Salut Morgane. Aujourd'hui, on se retrouve dans la phase B du succès avec Mehmet Gül, qui est coach, mais peut-être tu veux te présenter de façon plus approfondie. Et Comme tu puis, veux, à toi de me dire. eh ben vas-y, je te laisse entamer. Alors oui, je m'appelle Mehmet Gül, oui, coach spécialiste surtout en programmation neurolinguistique, en PNL, pour ceux qui croient que c'est encore un groupe de rap. Comment commencer? Alors, on va faire simple. Moi, j'ai un backup de manager, de cadre dirigeant manager depuis plus de 30 ans maintenant. En fait, ça fait 30 ans que j'accompagne des gens dans de grosses entreprises du CAC 40 où j'ai eu des équipes de 0 à 70 personnes. Et en fait, durant tout ce parcours, j'y ai passé à peu près 20, 23, 24 ans où j'ai fait beaucoup de choses, mais je me suis beaucoup formé aussi. Et ces postes, ils m'ont apporté, je dirais surtout une vision sur le fait que j'avais une facilité à accompagner les gens dans leur transformation interne, dans leur réussite, dans leur parcours professionnel, etc. Et en fait, ça arrive de ma plus tendre enfance où j'ai commencé à comprendre à l'âge de 13 ans, je crois, quand je commençais à être ado, j'ai commencé à comprendre que je n'étais pas comme tout le monde, que je faisais un peu les choses bizarrement et différemment, et que je préférais passer beaucoup de temps seul. Et après, j'ai compris, il y a que très récemment, ça fait 6 ans que j'ai compris que j'étais un hypersensible, introverti, complètement presque Asperger, autiste. Enfin bref, c'est un truc qui m'a été révélé à force de faire des tests sur Internet, à parler avec des spécialistes, avec des amis coachs qui étaient eux-mêmes en train de travailler avec des Asperger, des autistes, enfin bref. Ce côté différent dont tu parles quand tu étais enfant, ça se manifestait comment? Hmm. J'étais Avec la conscience d'enfant, hein. ouais, j'étais vraiment un enfant, entre guillemets, isolé. Isolé parce que j'avais déjà des pensées d'adulte, mais j'arrivais pas à les exprimer. Et du coup, comme j'arrivais pas à exprimer, ça créait beaucoup de frustration en moi. Et cette frustration, plutôt que à chaque fois d'aller la visiter, je préfère me taire et continuer à avancer dans mon monde. J'étais dans une bulle, en fait. Voilà. Et c'était de l'hypersensibilité. J'avais de l'hypersensibilité au niveau auditif, au niveau visuel, enfin, au niveau de plein de trucs. Mais tout ça, à l'époque, on parle d'une époque des années 80 où, ouais, voilà, C'était un peu c'était pas ça, ce ouais. qui préoccupait mes parents à cette époque-là, quoi. Donc du coup, j'ai grandi avec ça et en fait, quand je suis arrivé dans le management, c'était après mes études, il y a vraiment eu cette période où en prenant justement des postes de cadre où tu diriges des équipes, où tu dois faire grandir des équipes et tout, j'ai commencé à toucher à tous les outils, tu sais, de coaching, de management, de gestion des conflits, de gestion d'équipe, etc., d'accompagnement du changement. Et là, C'était j'ai commencé. juste pour que je comprenne bien, c'était quoi ton métier d'origine? Enfin ton secteur peut-être de Alors, le secteur, j'ai fait de la grande distribution, j'ai fait du prêt-à-porter, j'ai fait, avant ça, j'ai fait des petits jobs étudiants, un peu comme tout le monde, mais ça m'a forgé l'idée que j'aimais bien bosser en équipe. Donc, je l'ai fait pendant 20 ans et quand j'ai pris des postes de direction, j'étais manager d'équipe, donc j'étais soit directeur de magasin, soit directeur adjoint. J'ai commencé le début de ma carrière dans la grande distribution en tant que chef de rayon. Enfin bref, c'est des et postes où et ouais, pardon et ça enfin, tu vois, ces postes-là où tu es justement en équipe, mais ton côté introverti, comment tu le gères quand tu es dans alors là où ça devient intéressant, c'est qu'on m'a formé avec des outils qui me permettent justement de diriger les gens. Et du coup, en fait, comme je m'appuie sur les outils, là, je commence un peu à m'ouvrir et à m'éclater. Et c'est là où justement, on m'apprend aussi un outil formidable que j'utilise depuis plus de 20 ans maintenant, qui est la ProcessCom. C'est un outil, si tu veux, d'inventaire de personnalité qui permet de savoir en fait qui tu es et qui est-ce que tu as en face de toi. Et en fait, cet outil-là, il a un peu révolutionné ma vie parce que derrière, j'ai pu mieux comprendre mes mécanismes, mieux comprendre aussi comment je fonctionnais, et puis savoir aussi appuyer sur les leviers de motivation dans une équipe pour que l'équipe puisse performer.
Et en fait, ça a été un peu le fil conducteur, si tu veux. Et enfin, là où ça a vraiment décollé, c'était pendant mes années dans le prêt-à-porter où j'ai fait 11 ans dans une marque américaine qui est encore aujourd'hui sur le marché. Et en fait, cette entreprise était très axée sur les outils de Tony Robbins, le coaching, tu vois, la gestion des conflits avec de la PNL, etc. Et en fait, tous ces outils-là, je les ai appris dans cette entreprise. J'ai été certifié d'ailleurs pour le coaching niveau 1 et niveau 2. Et en fait, plus je touchais à ces outils et plus je me rendais compte que le relationnel et l'humain, c'était facile pour moi. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à être de plus en plus promu parce que ma carrière avançait bien. Et en fait, à un moment, j'en pouvais plus parce que c'était des journées complètement folles et j'avais 2 enfants en bas âge qui Ok. grandissaient et que je voyais plus grandir en fait. Et à un moment, je suis sorti du prêt-à-porter et pour reprendre un dernier poste avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était un poste de directeur d'agence, mais alors dans un secteur complètement à part, le bâtiment, donc le BTP, où j'étais directeur d'agence d'une petite boîte familiale ici sur Toulouse. Et en Mm. fait, ça a été le dernier poste parce que c'est là où je me suis encore plus mis dans le rouge au niveau du temps. Je partais à 6 heures du matin, je revenais à 21 heures ou 22 heures le soir, donc je ne voyais plus du tout mes enfants et j'arrivais le soir épuisé. Donc en fait, ils avaient que le pire de ce qui restait de moi. Donc le mec fatigué, qui est exécrable à la maison, tu vois, qui est invivable, quoi, tu vois. Et cette période-là a été compliquée. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai eu des signaux, si tu veux, qui me disaient il faut que tu arrêtes, il faut que tu changes. Et j'osais pas me l'avouer en fait. C'était Et du quoi coup, les signaux? alors les signaux, ça a été mon corps surtout qui commençait à lâcher. Et j'avais un ulcère que j'ai pas traité pendant plus de 3 ans. Et cet ulcère, en fait, il a mangé une partie de mon estomac en fin 2016 et j'ai fait une hémorragie interne. Et donc cette hémorragie, bon, je suis passé dans un espèce d'état où j'étais plus dans mon corps, on va dire. Donc j'ai pas fait, tu sais, de mort imminente ou j'ai pas vu le tunnel, tu sais, avec la lumière au bout, tout ça, j'ai pas vu ça. Mais j'ai quitté mon corps, on va dire, un matin où je devais aller au travail un samedi, alors que le week-end, d'habitude, je bosse pas. Mm. Et avec les responsabilités, etc., tu es obligé de bosser parfois le samedi. Donc, je me levais pour aller au travail et j'ai perdu connaissance une fois à la maison. Et en panique, donc je fais une hémorragie, voilà. Et les pompiers m'ont amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, j'ai fait une deuxième, euh, je sais pas comment le dire, hein. J'ai perdu, enfin, j'étais plus là, quoi. Voilà. Et ils ont coupé le courant Déconnexion. une Ouais. fois, voilà, déconnexion à la maison, une fois aussi aux urgences pendant qu'ils prenaient du sang, et une fois quand j'étais sur le lit d'hôpital. Et en fait, cette expérience, si tu veux, enfin, au-delà du côté un peu dramatique, un peu, voilà, tout ce que ça peut apporter, a posé une vraie question, si tu veux, sur moi, sur ma vie et sur ce que je faisais. Et c'est vraiment cet aspect-là, en fait, qui a changé les choses, mon regard aussi sur mon avenir, ce que je voulais faire, parce que c'est le rythme de vie que j'avais, qui était malsain, parce que je faisais pas du tout de sport, je faisais rien, quoi. En fait, j'étais dans un poste qui me bouffait mon temps, ma vie et ma santé, et Mm. j'arrivais pas à en sortir. Ouais, c'est ça, tu te levais le matin, tu allais au boulot, tu revenais, Voilà, 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 tu c'est ça. n'avais pas le temps pour vivre au sens Et savoureux, ouais, savoureux c'est du ça, terme. c'est ça. Et en fait, je voyais plus mes enfants et la valeur famille chez moi, elle est très importante. Donc, je pouvais pas, tu vois, tout quitter comme ça du jour au lendemain parce que ça mettrait trop de difficultés au niveau financier, etc. Et en fait, je m'interrogeais déjà de savoir si je pouvais pas faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, après cet accident, ben, 15 jours après, le patron qui est venu me voir, bah, quand j'étais à l'hôpital, en fait, le téléphone continuait de sonner parce que tu es directeur d'agence, parce que voilà, même si tu es entre la vie et la mort, les affaires continuent, quoi. Et du coup, le T'avais- médecin m'a dit, vous avez encore 6 mois, enfin 3 mois minimum de convalescence, et moi, je vous mettrais bien 6 mois pour être tranquille, que l'opération qu'on a fait cicatrise bien, que vous n'ayez pas de problème, etc., etc. Et je dis non, mais ça va aller, je me sens bien et tout. Et 15 jours après, je reprends le boulot. Et en fait, quand je reprends le boulot, je pense que le patron de l'époque a eu peur de mon état de santé. Ça, c'est mon interprétation de cette situation-là. J'ai une toute petite question, Vas-y. qui est le moment où tu entends le médecin qui te dit c'est minimum 3 mois,
et moi, mon cher monsieur, je vous donnerai bien 6 mois d'arrêt et que toi, tu décides: «Non, non, c'est 15 jours». Voilà. C'est quoi ton moteur à ce moment-là? Bah, en fait, le moteur, ça reste toujours la famille et tu sais, il y a un côté, il faut rester fort et ce truc-là, c'est un driver qui m'a bouffé la vie, rester fort quoi qu'il arrive et tout et en fait, même dans un moment comme ça où j'étais, au bout de ma life quoi, je me dis: «Non mais là je peux pas laisser tomber maintenant» et un arrêt maladie, tout ça, c'est pas bon pour moi, pour mon salaire, enfin voilà, j'avais plein Là, tout était tu veux focus pas laisser tomber ta famille voilà. en mettant en difficulté, financière, C'est ça et ouais. en fait, l'idée, c'est que ma femme a jamais eu, à travailler parce que j'ai toujours eu des salaires confortables et en fait, se retrouver comme ça, tu vois, avec juste le truc que je vais toucher, tu sais, de la CPAM et cetera, pour moi, c'était pas envisageable, en fait et Mmh. hem et à l'époque, ben, je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, je vais reprendre et j'irai à mon rythme et je m'arrangerai avec le patron» et en fait, je pense que le patron a eu peur de ça il m'a dit: «Écoute, on a des problèmes financiers et cetera» et il m'a licencié 15 jours après et donc Oh, OK. tu sors de l'hôpital, donc tu es revenu de la mort et 15 jours après, tu te fais licencier. Tu sais, c'est comme si, l'univers m'avait envoyé un message, il avait appuyé sur le bouton reset, tu sais, dit: «Voilà, on recommence à zéro» et Et hop. ouais et tu Ouais. sais, moi, avant, quand j'étais manager, j'avais des grandes idées comme ça où je me disais: «Ouais, ma carrière, elle est toute tracée. Je serai, directeur régional à 40 ans, à 50 ans, je serai peut-être directeur d'une zone de la France». Enfin, j'avais Mmh. déjà des idées, tu vois, à faire des films et cetera et là, en fait, non. Là, tu recommences à zéro, tu te retrouves, en fait, j'ai jamais été au chômage de ma vie, donc 1er pôle emploi de ma vie, donc je me dis: «Bon, OK, nouvelle expérience» et en fait, je suis dans un état mais comment dire? Mentalement, émotionnellement, je suis au bout, quoi. Je suis en panique, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas, quoi faire et cetera. Il y a des faux amis qui me disent: «Ouais, vas-y, ouvre un restaurant, fais des sushis, enfin, c'est bien la restauration». Enfin, et j'ai des comment dire? Dans ces moments-là, c'est là où tu vois aussi, les vrais des faux amis et en fait, je me suis rendu compte aussi à cette période, tu sais, qu'il y avait tout un tas de personnes qui gravitaient autour de moi simplement pour le statut social et ça, c'était assez drôle parce que au final, quand je me suis retrouvé, dans cette situation, bah, tu te rends compte que les gens vont faire, une fois, un effort peut-être pour, comprendre mais les personnes, la plupart du temps, ça leur fait peur de voir quelqu'un qui sort du système, quoi. Voilà, du système «salarial» entre guillemets Ouais, et ça donc les confronte à un truc, ouais, ouais et du coup, en ça fait fait vite le tri en même temps, hein, ce genre de ouais, situation. ouais, c'est clair et tu vois, après cette période-là, bah, en fait, j'ai eu un moment où, effectivement, ça a été compliqué et après, ce que j'ai fait, bah, je me suis recentré sur moi en me disant: «Bah, qu'est-ce que j'aime faire, en fait?» parce que si je retourne dans le salariat, j'écrivais des lettres de motivation et j'envoyais des CV, mais tu sais, à reculons. C'est genre, je cliquais sur le bouton, putain, c'est comme si j'avais une boule dans le ventre qui me disait: «Putain, tu retournes là-dedans, quoi, en fait et tu veux retourner dans le salariat alors que ça t'a bouffé la vie» et cetera et Ah à puis, ce moment-là ouais, à ce moment-là, écrire des lettres de motivation avec, juste les tripes tellement nouées oh que là là, c'est l'énergie que tu as en toi, elle est merdique. Tu envoies des CV merdiques, tu as des réponses merdiques, donc forcément l'intention elle est pas là, quoi et mmh. ce qui s'est passé, c'est que durant cette période, il y a des gens qui venaient me demander des conseils, tu vois? Je coachais des gens, en fait, déjà et à cette époque-là, ma femme, heureusement j'ai une femme intelligente, elle me dit: «Écoute, tu es bon là-dedans, fais ça» et en fait, à l'époque, il y a un coach que je suivais qui est un de mes mentors aujourd'hui et je lui parlais souvent de lui. Il me dit: «Mais au lieu de parler de lui, fais comme lui et je suis sûr que tu arriveras à quelque chose et tout et trouve une solution pour ça» et moi, en fait, c'était vraiment un truc, important pour moi aussi parce que c'était un truc qui m'animait d'accompagner les gens Mmh. et à chaque fois qu'elle me voyait coacher des gens, tu sais, elle me disait: «Mais tu es quelqu'un d'autre quand tu fais ça, donc fais ça et ça devrait, ouvrir des trucs» et effectivement, heu, j'avais déjà ça en moi puisque ça faisait, 6-7 ans que je suivais Tony Robbins, parce que Tony Robbins, pour moi, c'est vraiment, le mentor numéro un mondial. Enfin, c'est la référence mondiale dans le monde du coaching. Et en fait, j'avais déjà lu son livre, j'avais vu, plein de j'ai épluché toute sa chaîne YouTube à l'époque, j'ai regardé toutes ses vidéos, même les plus improbables et cetera. Enfin bref
Et j'ai commencé justement avec ça. Et au départ, ben, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu n'as rien. Tu as 2 ans de chômage aussi, tu sais, pour monter ta boîte, etc. Et quand tu te lances en micro-entreprise, ben, forcément, au départ, ce n'est pas évident. Et les 2 premières années, j'ai fait quasiment zéro de chiffre d'affaires. Et l'idée, c'est que durant cette période-là, j'ai posé les bases du programme que je vends aujourd'hui à plus de 15 000 euros. C'est le programme Life Changer. Et en fait, durant cette période, j'ai fait, si tu veux, une espèce de tri dans mes connaissances. J'avais plus de 20 ans de bagages, de connaissances, d'accompagnement, etc. Et je me formais en même temps. Je payais une formation de coach professionnel RNCP que j'ai payé de ma poche parce que le Pôle emploi ne t'aide pas là-dessus. Et en fait, cette formation m'a coûté très cher aussi. Mais aujourd'hui, je suis certifié. Donc, RNCP, ça veut dire Registre national des certifications professionnelles. Donc, je suis reconnu comme étant coach professionnel par l'État. Mais à côté de ça, j'ai passé aussi une certification de praticien en programmation neurolinguistique et de maître praticien que je suis en train de terminer actuellement. Et Ok. en fait, ce parcours-là, si tu veux, pourquoi je te raconte tout ça, c'est pas parce que je suis fan de diplômes et d'afficher mes diplômes, c'est simplement le fait de me dire, mais comment je vais pouvoir utiliser en fait toute cette expérience de façon, je dirais, structurée, parce que je suis quelqu'un qui a aucune structure. À la base, je suis vraiment bordélique à souhait. Je suis plutôt quelqu'un de rêveur, donc dans ma bulle, à réfléchir à des trucs, etc. Donc j'avais vraiment besoin de structure et de stratégie. Et c'est là où j'ai commencé à mettre un pied justement aussi dans le monde des réseaux sociaux, parce que pendant 20 ans, le seul réseau social que j'avais, et ça c'est parce que l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé me forçait à avoir ce réseau-là, c'est LinkedIn. Et à l'époque, LinkedIn, c'était un réseau professionnel, j'y allais Je suis un peu vraiment à mort, une ouais. fois tous les 2 ans, je pense, grand max, tu vois. Ouais, Et ouais. donc, C'était un il a truc fallu que je CV, ouais. construise tout de zéro à cette époque-là, tu vois. Donc voilà, arrête-moi si tu as des questions, parce que Alors, sinon, je voudrais juste résumer quand même, c'est que tu es passé vas-y. de cette suite de boulot où tu étais employé, où quand même tu as développé des tonnes de compétences pour manager tes équipes et voilà, changer ton rapport à toi-même, mais aussi du coup à trouver ta place dans le boulot en équipe et à trouver cette saveur-là. Et que quand tu te retrouves à cet endroit-là avec la grande claque que t'envoie l'univers et hop là, allez. C'est bon, tu as bien joué, mais maintenant ton plan de carrière il s'arrête là et donc il va falloir que tu fasses autre chose. Et que quand même, ta femme te fait un super cadeau en disant mais quand tu fais ça, tu es vraiment bon et elle t'ouvre la porte sur ok, maintenant comment je peux structurer ce sujet-là pour que ça soit pour que ça soit clair dans ma tête, pour que je sache comment l'amener et aussi c'est comment je peux rassurer les gens parce que j'entends quelque chose comme ça de j'ai besoin d'un emballage cadeau pour tout ce que Hmm. je fais qui soit acceptable socialement aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, juste la précision, je dirais que je savais déjà que je voulais faire ça, mais ma femme, si tu veux, elle a validé. C'est-à-dire que on a toujours pris nos décisions ensemble. Et comme elle a mis entre parenthèses sa carrière, parce qu'elle était secrétaire de direction à l'époque, quand on s'est marié en 2003, on est marié depuis plus de 20 ans maintenant. Et à l'époque, si tu veux, quand on s'est marié, elle m'a dit, écoute, on met le focus sur ta carrière et on s'assure que tu es vraiment un poste où tu gagnes bien, comme ça on ne manquera jamais de rien, etc. Donc, chaque décision de carrière professionnelle, moi j'avais déjà cette envie de coacher les gens, je le faisais déjà, si tu veux, dans mes équipes, dans mes métiers et tout. Et en fait, c'est un truc qui me passionnait déjà et je savais que j'irais vers ça. Mais en fait, son soutien a été décisif parce que si elle m'avait dit ne le fais pas, je pense que je l'aurais quand même fait, mais à contre-cœur, parce que Mm. je savais qu'elle n'aurait pas été d'accord. Et en fait, quand tu as, en tout cas, moi, je suis plutôt quelqu'un d'émotionnel, quand tu as quelqu'un que tu aimes et qui te soutient, bah, en fait, ça devient un putain de booster, mais ça peut être aussi une putain de barrière si elle va contre toi et contre tes décisions. Et qu'elle ne te soutient pas, et que tu es pointé du doigt, oui, mais tu n'aurais jamais dû faire ça. Et en fait, ça a été vraiment, je pense, le point, si tu veux, de levier de motivation pour moi, pour avancer plus fort, plus vite et réussir ce que je fais aujourd'hui. Et ça a pris effectivement du temps et ça continue de grandir. Mais sa décision, en fait, le fait qu'elle me soutienne dans ma décision de partir là-dessus a été vraiment très décisif pour moi. Ça permet de rendre compatible ton driver famille et ton driver je veux aller vers ce métier ouais, et
d'avoir ça. de la place pour tout ça en même temps. C'est chouette. Ouais. Donc voilà, et puis après, ben, j'ai arrêté en fait avec, tu sais, le mindset du salariat. Pendant 2 ans, j'ai construit ce programme dont je t'ai parlé. Et Ouais. en fait, pendant 2 ans, j'avais aucune stratégie. Et c'est là où justement, à force, en fait, pendant 2 ans, je vais pas dire ça, c'est que pendant 2 ans, j'ai pas rien fait. J'ai fait tout et n'importe quoi. Et en fait, comme c'était à mon image, c'était bordélique, ça partait dans tous les sens. J'ai fait une chaîne YouTube, j'ai fait un truc Instagram, un compte Instagram, j'ai fait Facebook, j'ai fait, tu vois, voilà, j'étais partout, mais nulle part. Et en fait, finalement, ça a donné un peu de visibilité. Ça a eu le mérite de donner aussi de la visibilité à ce que je faisais, mais j'avais rien de concret en termes de stratégie marketing ou, tu vois. Et ça, il a fallu que je le trouve, que je le mette en place. Et là, c'est là où j'ai commencé vraiment à me faire coacher parce que il fallait que je trouve un business coach qui m'aide à structurer tout ça et à faire en sorte que je décolle et que je puisse en vivre. C'est surtout ça le truc. Donc, ça s'est arrivé au bout de la 3e année. Et, et un an après, j'ai découvert notre ami commun que tu connais aussi, Jérémy Coleman, qui a été juste un accélérateur pour moi, parce qu'il est extraordinaire. Il m'a apporté des stratégies du futur pour aller beaucoup plus vite. Mm. Et au fur et à mesure, bah là maintenant, ça fait 6 ans. Euh, Ça fait 2016. Ouais, putain, non, ça fait. Oh, je rentre dans la 7e année. Oh putain, waouh, le choc. Là, je viens de prendre un jet lag dans la gueule. Donc, j'ai commencé, tu sais, fin 2016. Donc, c'était octobre-novembre 2016. Et là, je suis en train de me dire, on est décembre 2022. Donc, ça fait 6 ans. Et 2023, ça ferait 7 ans que je suis entrepreneur, donc que j'ai mon entreprise, etc. Donc là, je viens de me prendre un méga jet lag. Donc, ça fait plaisir. Le chemin parcouru entre, le je Ouais, patouille et je sais pas où je ouais, vais et ouais, maintenant j'ai un ouais, business ouais. structuré, Franchement, ouais. Ouais. Donc, sacré parcours. ouais. Tu me parlais tout à l'heure, alors tu disais que ta femme, t'a soutenue et qu'effectivement sa validation, ça a été très soutenant pour toi et effectivement tu aurais de toute façon fait ce que tu fais, mais que ça aurait été beaucoup plus difficile, entre vous. Est-ce qu'il y a eu d'autres, dans ce parcours-là, d'autres réactions de ton entourage, que ça soit tes parents, tes amis proches, voilà, qui ont pu être, soit porteurs, soit des freins, à cette évolution? Ben, en fait, quand tu décides de faire quelque chose qui est un peu hors du commun, hors de la norme, dans un milieu où en fait tout le monde est salarié, Mmh. déjà dire tu es entrepreneur, bon déjà, t'es sûr? T'as vu la crise, t'as vu ce qui se passe, t'as vu machin, ok. Et, euh, et deuxième chose, moi je rajoute un niveau de difficulté, je dis bah, je vais être coach. Et là, tout le monde me regarde en mode coach, c'est quoi? Enfin, il y a un mec qui est devenu riche avec ça? Mmh. Et, euh, et en fait, cette réaction, je l'ai eu beaucoup de mon entourage d'amis, et notamment un qui était soi-disant mon meilleur ami, qui m'a beaucoup blessé. Et à l'époque, en fait, il était lui-même entrepreneur, il avait 3 entreprises. Et quand je lui ai dit que je voulais me lancer à mon compte, c'est limite, il m'a ri au nez, quoi. Donc, la réaction des gens, si tu veux, elle est conditionnée, je pense, à leur, voilà, à leur vie et à ce qu'ils voient, eux, de leur vie par rapport à toi. Et en fait, euh, ces personnes-là étaient des amis de statut social. C'est-à-dire que il était entrepreneur, moi j'étais salarié, mais j'étais directeur. Donc en fait, si tu veux, j'avais un statut social qui disait Monsieur le directeur, tu vois, dans sa tête. Mmh. Donc, c'est ce genre de personnes où là, tu sais, on flirte avec l'ego, avec ouais, t'as vu, moi je suis avec un directeur ou machin, il est. Enfin, c'est une valeur qui va complètement à l'opposé de moi, c'est-à-dire sur cet aspect, je pense que on peut, on peut tous avoir des succès, des victoires, des réussites, etc. Mais moi, j'ai une valeur humilité qui est, humilité, mais bien placée. Faut pas que c'est un peu comme l'ego. Je crois qu'il faut faire une distinction entre l'ego mal placé et l'ego bien placé. Et c'est Mmh. pareil avec l'humilité. L'humilité mal placée et l'humilité bien placée,
je pense qu'elle est écologique pour l'humain. Alors, encore une fois, c'est ma croyance. D'accord? J'impose ça à personne. C'est très subjectif aussi. Donc, Avec ça que tu fonctionnes, en tout cas. Ouais. voilà, c'est avec ça que je fonctionne. Donc, sur cet aspect-là, en fait, avoir des gens comme ça autour de moi m'a montré que les relations que j'avais n'étaient pas saines. C'est-à-dire que ces personnes utilisaient mes compétences, entre guillemets, pour me consulter dans tous les domaines. Mm. Mais quand il s'agissait de moi de demander quelque chose, et en plus, je suis très mauvais dans demander de l'aide, c'est un truc que je ne sais pas faire. Et heureusement, j'ai des amis aujourd'hui beaucoup plus sains qui me voient en fait galérer. Ils me disent, ouais, t'inquiète, on va venir t'aider. Alors que je leur demande rien, ils comprennent juste de ce que je leur dis sans que je leur demande de l'aide. Ils arrivent à comprendre que on va venir te donner un coup de main, sinon tu vas jamais le demander. Et en fait, je pense, c'est ce côté-là qui a été sélectif, qui a fait sa sélection naturelle, c'est de voir que justement, j'avais des amis qui n'étaient pas des relations saines et qui étaient plutôt des relations toxiques. Et c'est surtout eux, en fait, qui ont dégagé en premier. Et aujourd'hui, le cercle d'amis et d'entrepreneurs que j'ai, il est extraordinaire parce que c'est des gens, comment dire, d'une générosité incroyable, qui partagent les mêmes valeurs que moi et qui ont vraiment ce côté hyper avancé, mature dans leur tête et qui s'en foutent du statut social, du bling-bling, enfin voilà, c'est vraiment ce côté-là en fait qui a beaucoup changé en tout cas dans mon cercle d'amis. Et Mm. après au niveau cercle familial, Deux bah, secondes, 2 secondes. Pas trop vite. pardon. Je te ralentis, si tu veux bien. Oui, oui, ce que tu disais, c'est que tous ces gens qui s'adressaient en fait à ta carte de visite, Voilà, c'est bien résumé. Il s'adresse à ma carte de visite, c'est ça. ils ont quitté ton cercle de relations est-ce que toi, tu es passé par une phase où, bah, tu as vu tous ces gens partir pendant un temps, il n'y a pas eu forcément grand monde à part vraiment ton cercle très restreint? Ou est-ce que, voilà, il y a eu une superposition? Ça s'est passé comment pour toi? Est-ce que tu as eu ce En fait, ça a moment été avec la solitude de l'entrepreneur où tu dis: «La vache, tout est j'ai tout bougé dans ma vie, je quitte mon statut de salarié, je suis en train d'essayer de construire des trucs, je me retrouve tout seul, j'ai plus de potes», enfin, ce moment où tu es en train de déconstruire tout ce que tu as construit, mais aussi intérieurement toutes tes croyances et toutes tes références, quoi. ouais, et là, autant te dire que même mes croyances en interne, elles étaient merdiques, hein, parce que tout était, c'était un château de sable. Le truc, c'est que tu as des croyances en mode ouais, je suis directeur, ouais, moi je vais réussir, ouais, mais pff. Il y avait beaucoup d'ego à l'époque dans mes comportements, dans mes mots, dans beaucoup de choses. Et en fait, tout ça était accéléré par justement cet environnement de personnes qui amenait justement ce côté-là, tu vois. Et c'était vraiment des échanges d'amitié basés sur des intérêts. Et je m'en rendais pas compte. Voilà. Et pour moi, c'était toxique. Et tout ça s'est arrêté, mais vraiment net après ces deux événements-là. Donc, j'ai eu mon accident, j'ai été licencié. Et en fait, je me suis rendu compte que ces gens-là n'étaient pas là pour moi, quoi, en fait. Et quand je les ai appelés pour demander, juste une anecdote, le meilleur ami dont je parle, quand Mmh. je lui ai dit que je lançais mon entreprise, il a 3 entreprises et il a un carnet de contacts long comme le bras. Donc, en fait, accompagner des dirigeants comme je le faisais avec lui, je voulais le faire, Mmh. et avec des personnes de son entourage. Il m'a présenté personne. Ouais, il aurait pu s'asseoir avec toi et dire: «Tiens, Il m'a présenté voilà». personne. Et personne de son réseau, etc. Et l'anecdote, en fait, c'est la suivante, c'est que il avait un associé à l'époque, et son associé est encore mon meilleur ami aujourd'hui parce que lui, il n'était pas du tout comme ça. Et en fait, son associé m'a présenté quelqu'un, en fait, tu sais, quand je lui ai dit, je suis en train de lancer mon activité, il dit, ah bon, et tout, tu as besoin d'aide. Et lui, en fait, est venu me voir en me disant, est-ce que tu as besoin d'aide? Tu veux que je te présente des gens? Et en fait, il m'a présenté quelqu'un qui était donc leur client. Mmh. Et le jour où je suis arrivé sur le chantier et pour qu'il me présente à la personne, mon meilleur ami est arrivé là ce jour-là. Et en fait, son associé, donc qui est toujours mon meilleur ami aujourd'hui, un de mes meilleurs amis, Ouais. m'a dit bah, tiens, j'ai eu l'idée de présenter notre client à Mehmet et je suis sûr que ça peut lui servir sur tel ou tel axe.
Et là, mon meilleur ami, il m'a regardé, il savait plus quoi dire. Non, mais je pensais à toi de toute façon. Et en fait, c'est là, je me suis dit, c'est bon, merci, j'ai compris, quoi. Donc, Ouais. c'est des trucs comme ça que tu vis, tu vois. Et pour l'anecdote, ils sont plus associés aujourd'hui, hein. Et l'associé, le meilleur ami dont je parle, aujourd'hui, il a remonté sa propre boîte et il a son entreprise à lui. Et c'est avec lui maintenant qu'on est devenu très, très proches. Et, tu vois, D'accord. Et parce ça a qu'il a, quand même, il a les mêmes valeurs que moi, en fait. Mm. Simplement, c'est ça, quoi. Donc voilà D'accord. pour la petite anecdote. Donc, la petite scène qui te permet de voir en quelques instants qu'il y a des gens qui sont prêts à filer un coup de main avant même que tu aies demandé et ceux qui, voilà, qui étaient bien contents d'avoir ta carte de visite à afficher C'est dans ça. leur compétence, quoi. Et tu sais, en fait, il y a un truc qui est hyper drôle aussi, c'est que l'accélérateur que sont les réseaux sociaux, quand tu commences à prendre, tu sais, en fait, au début, euh, ça me rappelle une des chansons de Orelsan qui vient de sortir son nouvel album. Au début, en fait, personne croit en toi. Et le jour où tu arrives, je sais pas, tu as vendu des millions d'albums, où tu gagnes en visibilité, bizarrement, il y a des gens, c'est bien ce que tu fais finalement. Putain, t'étais où, connard, jusqu'à maintenant? Tu vois. Et en fait, je dirais, c'est un peu la magie des réseaux sociaux aussi, c'est que ça te donne une portée, une visibilité. Et aujourd'hui, bah, comme tout le monde est à peu près connecté, au moins sur un réseau social, ou au pire, il te voit, je sais pas moi, dans des trucs sur Internet. Et ça a aussi fait le tri, si tu veux, sur les personnes qui sont en quête de te voir sur la photo à côté de toi, quoi, tu vois. Mm. Ça aussi, ça a fait le tri sur ces gens-là. Donc du coup, le fait d'avoir aujourd'hui que des gens qui sont dans les mêmes valeurs que moi aujourd'hui, qui sont alignés avec ma personnalité, qui peut parfois être vulgaire, grossière, agressive, je sais pas, tu vois, quand on me Rentre voit de dedans, je l'extérieur, crois que c'est le rentre mot le plus dedans, juste voilà, rentre dedans. me concernant que je te donnerai. Mais voilà. Tu veux nous raconter une anecdote peut-être ou... Donc voilà. Mais tu vois, ce côté-là, en fait, cet alignement que j'ai aujourd'hui, quand j'ai commencé il y a 6 7 ans de ça, je l'avais pas, quoi. J'étais encore dans un état d'esprit bien différent de celui que j'avais aujourd'hui. Et je suis content et j'ai de la gratitude pour tout ce parcours parce que justement, ça m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, à rayonner plus, à aider beaucoup plus de gens, à aider des gens surtout qui ont un impact sur des grosses communautés. Parce que tu sais, aujourd'hui, mon métier et le programme que je fais aujourd'hui, c'est un métier qui accompagne des entrepreneurs du web, des dirigeants, si tu veux, des solopreneurs au départ, mais qui sont en train de monter, tu vois, qui ont des grosses communautés, qui vont impacter beaucoup de gens, etc. Et je travaille avec des gens, surtout avec qui je suis aligné, parce que j'ai le luxe aujourd'hui de pouvoir choisir mes clients et de voir justement avec qui je peux bosser, avec qui j'aimerais bosser surtout. Et ça a vraiment, ça n'a pas de prix, quoi. Ça a changé ma vie, mon confort de vie, mon style de vie, ma façon de voir le monde. Ça me transforme, si tu veux, d'année en année. Et la transformation, elle est éternelle, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrêtera pas. Et comme j'adore la connaissance et le savoir, je me forme en continu. Et plus j'en apprends sur moi et sur le monde, et plus je vois que, euh, en fait, ma zone de génie, elle est vraiment dans le fait de transmettre des choses, mais de le transmettre, en fait, je pense, voilà, à ma manière. Et je sais que il y a des façons de faire et des manières de faire que je pourrais jamais faire, mais je sais aussi que il y a des manières enfin, des méthodes qui vont me permettre d'y arriver. Et là où c'est intéressant, c'est que peu importe en fait le chemin et la quête dans laquelle tu es, en fait, ce qui est vraiment important, en fait, c'est sur qui tu tombes et qui tu deviens à force, justement, d'avancer, quoi. Et ça, je me rends compte de plus en plus de l'importance de ça. C'est que c'est le chemin, en fait, c'est la quête, c'est le chemin, quoi. C'est ça, en fait. Mm. Et les gens que tu rencontres, euh, qui tu deviens à force de rencontrer, de tomber sur des gens qui t'apportent quelque chose ou même qui te volent des choses. Et ça aussi, ça te fait grandir. Parce que mine de rien, je remercie toutes ces personnes qui ont été mauvaises avec moi
parce qu'elles m'ont permis de grandir aussi, tu vois. Donc, tout arrive, j'adore cette phrase de Tony Robbins, c'est tout arrive pour nous et pas contre nous, en fait. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, mais là, Elle est un peu douloureuse à entendre quand tu es dans le creux de la vague, que tous tes ah bah potes là, sont oui. actifs, tous tes repères sont et qu'il faut que tu te Ah oui. sois debout sur tes deux jambes pour dire ok, maintenant qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je choisis de laisser rentrer dans ma vie. Là, il y a un truc un peu ouais, c'est un peu compliqué et un peu raide du coup d'entendre ce genre de phrase de tout arrive pour vous. Oui, oui, bah là tout de suite, je ne sais pas si je prends Tout de quoi. suite, je vois pas le cadeau là, mais C'est ça. ça va venir. Et tu voulais aussi parler de ta famille, tu disais qu'il y avait aussi eu des réactions dans ta famille sur Ah ton oui. parcours. Alors, la famille, ça a été en deux temps. Et tu vois, autant j'ai une valeur famille très élevée, mais autant je suis pas là à appeler mes parents ou mes frères et sœurs tous les jours. On est vraiment très distants les uns avec les autres. Et si tu veux, j'avais besoin de cette distance. C'est moi qui ai mis aussi de la distance par rapport à eux parce que personne ne comprenait ce que je faisais. Donc, il y a un moment où, tu sais, à part te renvoyer des peurs, oui, mais tes enfants et la maison et le crédit et le ci et le ça, tu te dis, oh, c'est bon, laissez-moi vivre et je sais ce que je fais. Je suis pas plus bête qu'un autre. Donc, ça va marcher, quoi. Ça va peut-être prendre plus de temps, mais ça va marcher. Et effectivement, j'ai dû mettre de la distance avec eux au départ. Et puis, à force, ils ont compris. Puis surtout, ils ont vu les résultats concrets de ce que ça apportait au bout de 3 ans où j'ai commencé enfin à avoir des résultats. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, ils sont rassurés et apaisés par rapport à ça parce que ça a été compliqué pour eux aussi tu sais, de me voir peut-être en danger ou tu vois, prendre des risques, etc. Et donc, c'est jamais facile, si tu veux, à ce niveau-là. Prennent pas Donc voilà. Et après, bon, là aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce qu'ils voient aussi le développement sur les réseaux sociaux. Mon père est devenu mon premier fan. Il like tous mes posts, il repartage tout ce que je fais. Donc c'est plutôt cool. La belle famille, parce que j'adore mes beaux-parents, ils sont aussi des gens extraordinaires et eux, ils me soutiennent mais tous les jours. Donc il y a eu un avant et un après, si tu veux. Je pense que tant que les résultats sont pas là, Mm. la famille, elle a du mal à y croire au départ. Et c'est pour ça que quand je dis famille, je parle souvent de ma femme et de mes enfants parce que Mm. c'est le premier cercle. Et Mm. le deuxième cercle, même si c'est tes parents et tout, au départ, ils ne comprennent pas, quoi. Ils disent, mais pourquoi tu fais ça? Tu reprends un poste de directeur, tu vois, redeviens normal selon leurs critères, tu vois. Ah, Et ça a été compliqué au départ, ouais. Mais après, voilà, et c'est ça que m'a appris l'entrepreneuriat aussi, c'est la ténacité. Et il y a un mot que j'affectionne particulièrement, qui est tiré du livre de Nassim Nicolas Taleb, c'est l'antifragilité. mm. C'est-à-dire qu'on est en fait, l'antifragilité, tu sais, c'est plus fort que la résilience. On n'est plus dans la résilience. En fait, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu dois avoir en fait cette capacité à prendre des coups, mais également à les rendre. Et en fait, à devenir plus fort à chaque fois que tu prends des coups. Tu sais, c'est un peu comme Hulk, le monstre vert. Plus tu lui tires dessus, plus il devient gros. Et Mm. l'antifragilité, c'est ça en fait. C'est-à-dire comment euh, avancer et devenir plus fort malgré toutes les embûches que tu vas subir dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat est un espèce de, tu sais, de manège de trucs, comment on appelle Imposteur, ça, les oui. montagnes Oh oui. russes. Ouais. Voilà, les montagnes russes et tu tournes dans tous les sens et c'est tous les jours comme ça en fait. Et tous les jours, tu peux pas te dire ouais, demain ça va être comment, etc. Donc il y a vraiment les montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneuriat. Et il y a tout ce côté, en fait, gestion non seulement des émotions, gestion de ta famille, des peurs de ta famille, tes peurs à toi. Enfin, tout ça fait partie justement du job. Et il n'y a qu'un seul moyen de répondre à ça, selon moi aujourd'hui, parce que ça, j'ai mis aussi beaucoup de temps à le comprendre, c'est l'antifragilité. C'est-à-dire, je fais un post, j'écris un truc, tu vois, sur les réseaux sociaux. Et la magie des réseaux sociaux, c'est que plus en fait ton audience grandit et plus tu te fais insulter. Et donc sur TikTok par exemple, où j'ai plus de 32 000 personnes qui me suivent, c'est pas forcément mon audience,
Mais du coup, tu touches plus de monde et donc plus de gens qui ne te connaissent pas et qui ne savent pas trop bien ce que tu fais. Et plus ça monte, en fait, et plus tu te fais insulter. Et plus à chaque fois que je fais une vidéo, par exemple, où je me fais insulter, et plus j'en refais 3 derrière. Et en fait, c'est, ah, tu m'insultes? Putain, génial, je vais en faire encore plus. Et l'idée, en fait, c'est un peu comme des Spartiates, tu sais, c'est comme dans le film 300, c'est faire un petit pas, même si on te tire dessus, en fait. Et continuer d'avancer et pas de te dire juste, ouais, je subis, je suis résilient et tout. Non, c'est du bullshit, ça. Et en même temps, il y a aussi un truc, c'est que ces réactions qui sont des réactions d'insultes, qui sont souvent des réactions de peur, des trucs de ça me dérange et parce que je comprends pas, c'est aussi, et quand on parle de nos peurs intérieures, c'est si t'as peur, si toi t'as peur, c'est surtout c'est là qu'il faut y aller parce qu'il y a un truc à l'intérieur que t'as besoin de comprendre. C'est aussi ça que ça renvoie dans les réseaux, c'est-à-dire je reçois des insultes, c'est ok, c'est que c'est en train de déranger quelqu'un, mais c'est parce qu'il y a quelque chose à bouger à cet endroit-là et donc ça va toucher des personnes qui vont être à un moment capables de switcher et voilà, de se faire accompagner, mais voilà, ça vient parler de ça aussi, je trouve. Et ça touche à ça et ça touche aussi au fait que ben, ce que tu fais en fait commence à avoir de la portée et commence justement à donner finalement un message auquel même toi tu t'attendais pas. Enfin, j'ai fait des vidéos, même moi je me demande, mais j'ai pas l'impression d'avoir dit quelque chose de particulier dans cette vidéo et elle a impacté les personnes qui t'insultent, etc. Enfin, si tu veux, j'ai pris le parti que ça fait partie du job. Et la meilleure réponse à ça, c'est qui tu dois devenir pour répondre à ça. Et en fait, c'est encore une fois cette réponse de l'antifragilité, elle me paraît la plus adaptée parce que j'avais adoré cette phrase, je ne sais plus qui l'a dite au départ, mais un de mes mentors me l'avait dit aussi, c'est ce qui ne me tue pas euh, me rend plus fort. Tu sais, c'était la fameuse expression. En fait, lui, il a remplacé ça par ce qui ne me tue pas a intérêt à courir vite. Sous-entendu, si tu n'arrives pas à me tuer, tu as intérêt à courir vite parce que moi, si je t'attrape, moi, je vais te tuer. Et en Mmh. fait, si tu veux, c'est violent, mais en fait, tu dis, bah ouais, en fait, pourquoi on essaierait de me tuer et que moi, je fasse rien? Ça me rend plus fort. Ah non, excuse-moi, mais je vais pas rester là juste à prendre des coups et à me dire, ouais, ça y est, je suis plus fort. Non, non. Je vais utiliser cette force pour aller te couper la tête et aller encore plus loin et plus fort, même après toi. Et en fait, cette idée-là, elle est dérangeante parce que tu te dis, en fait, ah ouais, c'est violent et tout. Ouais, par rapport à quoi? Tu te fais insulter, c'est gratuit. Le mec, il veut balancer la merde qu'il a en lui sur toi pour pouvoir te mettre tu vois, à genoux, etc. Et toi, tu dois juste faire comme Jésus, tendre la joue? Non, Mmh. ça, c'est anti-écologique et c'est ni plus ni moins que de l'humiliation et de la dévalorisation. Donc, ça, je ne suis pas d'accord. Et, euh, et tu vois, je parlais d'humilité bien placée. Bah là, en fait, si tu acceptes ça, c'est de l'humilité mal placée. Parce que l'humilité mène à l'humiliation si tu vas dans les extrêmes. Oui, là, Et en c'est tu protèges pas ton intégrité, en fait. fait, ça. C'est Heu, ça. Et en fait, cette intégrité-là, elle est importante parce que euh, en créant du contenu ou même en étant, tu sais, exposé, à partir du moment où tu as une notoriété publique sur les réseaux sociaux, tu prends un risque de t'exposer à tout ça. mmh. Donc, moi, j'ai pris le risque et toutes les personnes, tu vois, qui viennent, qui t'insultent, et moi, je pense que je suis au début du chemin, hein, je veux dire, les insultes, c'est des trucs, je rigole, tu vois, aujourd'hui, j'ai des mentors et des amis proches qui ont déjà une plus grosse notoriété que la mienne, ils reçoivent des menaces de mort quand même, tu vois. Donc, on est à des niveaux encore différents, si tu veux. Mais de ce point de vue-là, en prenant le risque de s'exposer, on prend le risque d'être, comment dire, d'être OK, si tu veux, avec cette violence, entre guillemets, mais aussi, bah, c'est facile de tirer sur quelqu'un qui fait quelque chose. Tu sais, quand tu fous rien et que tu es derrière dans ton canapé à scroller toute la journée, à envoyer des pics, des commentaires de merde à des gens que tu connais pas juste parce que tu as vu une de leurs vidéos, c'est hyper simple en fait, tu vois. Mais Et ça montre aussi peut-être que tu devrais faire autre chose dans ta vie, quoi. mmh. Peut-être.
ou pas? Te lever de ton canapé, déjà. Peut-être, peut-être. C'est très subjectif. Oui, oui. Oui, et tu disais qu'effectivement, il y a une différence entre l'humilité mal placée qui serait de laisser passer ce genre de choses voilà, du coup peut-être d'arrêter de diffuser du contenu et d'aller Bah, voilà. si, En si, tout si cas on de devait pas. être, tu sais, si je devais être l'hypersensible que j'étais avant, je dirais, oh non, ils m'ont insulté, oh, ils ont raison. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à ça et j'ai vu des entrepreneurs, de très gros entrepreneurs, dont je ne citerai pas le nom, retourner dans le salariat simplement parce qu'ils n'ont pas, voilà, ils supportaient pas tout ça, quoi. Donc, c'est OK. Et chacun fait ses choix, mais il y a un moment où quand tu fais ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, etc., tu prends le parti non seulement de t'exposer, mais tu prends aussi le parti de défendre finalement euh, une certaine forme de, voilà, je dirais, de défendre en fait finalement ce que toi tu veux diffuser comme message, que ce soit tu sais, une personne qui défend les véganes ou les animaux, ou, tu vois, ma femme elle est très dans la défense des animaux en ce moment, elle suit des comptes Instagram où des associations d'animaux vont protéger des animaux errants dans les rues, etc. Donc chacun va pouvoir amener, tu vois, sa part et sa contribution. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que on a une telle liberté grâce à ça aujourd'hui qu'on peut exprimer qui on est, ce qu'on veut, etc. Et le problème, encore une fois, enfin, je ne sais même pas si c'est un problème, ça laisse la porte ouverte à tout le monde. Chacun, en fait, même la personne la plus, je dirais, isolée aujourd'hui, peut avoir un porte-voix grâce à ça. Et chacun en fait va pouvoir s'exprimer, va pouvoir amener en fait sa vision des choses. Mais est-ce que tu vois avoir dans un océan, je vais donner un exemple sur TikTok, dans un océan de bêtises entre guillemets humaines où tu vois des jeunes femmes se trémousser juste devant une caméra et avoir des millions de vues et de followers juste parce qu'elles font ça, bah, je suis pas sûr que ça fasse avancer l'humanité, quoi, tu vois. Donc, si on arrive chacun à notre échelle à mettre un peu plus de conscience sur l'humanité qu'on a chacun en nous pour pouvoir faire progresser au moins le niveau de conscience, je pense que voilà, chacun à son niveau peut amener sa contribution et je pense que je l'amène avec ce que je fais aujourd'hui, même si je le fais pas encore super bien parce que je suis pas le meilleur en marketing, en plein de choses, mais amener une contribution, si tu veux, permet, si tu veux, de donner de la nuance à ce flot de bêtises parfois qu'on voit. Il y a il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Donc, si au moins on arrive à amener un petit peu plus de conscience dans un océan de merde, excuse-moi de le dire comme ça, mais ça peut-être ça clarifiera un peu tout ça et ça ramènera un peu de conscience, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, mais tu vois, ça vient me rejoindre là très fort sur l'idée voilà, de cet échange et de la chaîne que je veux faire avec, de donner une place ouais, à l'espace que j'ai envie de voir vivre, c'est-à-dire celui du dialogue, celui le conflit et de ce que ça peut avoir de sain et de productif. Dans le sens relationnel du terme, tu vois, doser le conflit au sein des relations, ça a quelque chose d'extrêmement euh, créateur et d'extrêmement, enfin, ça permet de se définir soi et d'être en relation à un endroit qui est juste et pas dans voilà, ce que tu décrivais au départ. En fait, tu t'adresses à ma carte de visite et pas à la personne que je suis à l'intérieur de moi. Et pouvoir créer des endroits comme ça où c'est possible de se parler à ce niveau-là, enfin, je trouve ça super important. Voilà. Et ça, tu vois, il y a Einstein qui disait là-dessus que toutes les guerres arrivaient justement parce que les personnes gentilles ou, tu sais, les intellectuels restaient passifs par rapport à ça. Et tu vois, introverti comme je suis, et je suis le premier à ne pas aimer les conflits, tu vois, à me faire insulter ou quoi que ce soit, ou aller au conflit, ou aller faire des... Tu vois, moi, mon délire, c'est pas aller, tu vois, sortir dans la rue, faire des grèves, c'est pas du tout mon délire. Et en fait,
pour ne pas rester passif, tu vois, comme disait Einstein, pour ne pas arriver à ce genre de guerre, on doit tous trouver un moyen, même aussi introverti qu'on est, trouver un moyen d'exprimer ça, en fait. Et je trouve que bah, là, aujourd'hui, tu vois, ton podcast, les réseaux sociaux, la vidéo, les textes, tout ça permet de le faire, en fait. Et à une époque où, justement, on étouffait la gentillesse, la bienveillance, tu vois, le côté faire le bien juste pour faire le bien, en fait, tu vois. Mm. Même ça, aujourd'hui, ça paraît cucul la praline, parce que personne s'intéresse au bien, en fait, en lui-même. On préfère voir des guerres, on préfère voir des gens insultés parce que ça retient l'attention émotionnellement. Mais à force de passivité, que toutes les personnes qui pensent faire le bien, en fait, par leur pratique, qu'ils soient, tu vois, thérapeutes, coach, écrivains, artistes, j'en sais rien, chacun, en fait, même avec le niveau d'introversion ou de timidité ou de ce qu'il est, peut apporter quelque chose à tout ça et montrer que justement, on peut continuer à faire le bien. Et moi, tu sais, on parlait de ça la dernière fois dans un autre podcast avec des amis entrepreneurs. C'était l'avenir, comment tu vois l'avenir? Et en fait, moi, j'avais donné une réponse, mais hyper positive et remplie d'espoir. C'est que j'ai l'espoir que, avec la connaissance qu'on diffuse aujourd'hui, les générations qui viennent après nous vont être 10 fois plus intelligentes que nous. Et en Mm. fait, on est dans l'ère du numérique et du tout informé, de la toute information. Et il y a aussi beaucoup de désinformation. Mais j'ai la conviction et l'espoir que les générations à venir vont être plus intelligentes que nous, là où on est actuellement, dans notre niveau de conscience. Et je le vois avec mes enfants, je le vois avec les conversations que j'ai avec eux. C'est, j'aurais jamais eu leur niveau de conscience à mon époque parce que j'avais pas l'information et la connaissance que j'ai aujourd'hui. Et en fait, eux, ils ont accès déjà à tout ça. Donc, j'ai vraiment grand espoir que eux soient plus, allez, on va dire, conscients et surtout, tu sais, pas conscients, mais euh, ils auront, si tu veux, beaucoup plus d'intelligence émotionnelle, relationnelle, intellectuelle que ce qu'on a pu avoir dans les années passées. Et je pense que de toute façon, si on ne se raisonne pas, 3 degrés de plus sur cette planète va anéantir tout le monde. Donc il y a un moment où il faudra que des gens prennent le relais, quoi. Et, euh, et je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, cette génération-là, moi j'ai beaucoup d'espoir qu'elle soit beaucoup plus intelligente que nous là-dessus, quoi. Toi, tu mises sur le niveau de conscience pour faire face à toutes les problématiques futures. Ah, et j'ai de l'espoir là-dessus parce que euh, quand je vois ma fille qui est défenseur comme sa mère des animaux depuis l'âge de 8 ans, enfin 7 ans même, dès qu'elle a commencé à toucher à des animaux, ça y est, elle était déjà défenseuse des animaux. Et quand je vois mon fils qui me dit l'écologie, c'est super important, coupe l'électricité, coupe l'eau, c'est lui qui me fait la morale, quoi. Donc tu te dis, je ne l'ai pas poussé à ça, si tu veux. Je ne les ai pas poussés à ça. Je les ai sensibilisés et après, ils sont allés chercher l'information eux-mêmes. Ils ont regardé sur Internet, les profs en ont parlé, ils ont fait des débats, etc. Enfin, à 7 ans, moi, j'avais d'autres préoccupations dans la vie, hein. Franchement, aller acheter des Kinder Surprise, c'était ma première préoccupation à 7 ans, quoi. Tu vois. Ouais. Justement, et pour ton avenir à toi professionnel, est-ce que tu as des choses voilà, prévues bah, pour l'année 2023, c'est bien, parce qu'on est au mois de décembre. Bah alors, déjà, sur 2022, il y a déjà eu énormément de choses. J'avais lancé, tu sais, à partir du mois d'août, j'avais lancé ce que j'ai appelé les Inside Coaching. C'est des coachings de groupe en présentiel que je fais, que je réalise sur Toulouse. Mais encore une fois, pour que ce soit écologique pour l'introverti que je suis, c'est des groupes de 10 personnes, pas plus. Et je pense que je vais continuer ça en 2023. À côté de ça, je relance complètement le programme Life Changer. Donc, c'est un programme d'accompagnement en coaching one-one. Parce que moi, ma zone de génie, elle est vraiment là. Elle est dans l'accompagnement des dirigeants et des solopreneurs qui veulent bâtir une entreprise en mode CEO. Et en fait, dans cette transformation, je suis en train de revoir avec mes complices que tu connais, Jérémy et Xerius.
on est en train de revoir ma stratégie, je dirais, de positionnement, mais surtout de message que je veux donner à tous les solopreneurs qui veulent justement commencer à recruter, bâtir une équipe, etc., etc. Parce que c'est là-dedans que je suis le meilleur, en fait. Et je suis en train de recalibrer l'offre marketingment parlant pour m'adresser encore plus à ces gens-là. Et c'est une offre qui va sortir là la semaine prochaine et qui sera adressée justement à des personnes qui ont déjà un certain niveau au niveau résultat et au niveau état d'esprit pour construire une entreprise. Et je vais me diriger de plus en plus sur ce terrain-là. Et à côté de ça, bah, j'ai aussi à cœur, tu vois, de continuer à aider les primo-entrepreneurs, c'est-à-dire les personnes qui débutent. Et je pense que je vais rester pour le moment sur ces deux axes-là qui me plaisent bien. C'est faire les coachings de groupe une fois par mois, tu vois, sur Toulouse. Mais à côté de ça, de continuer à accompagner des entrepreneurs plus avancés. Et c'est là où je suis dans ma zone de génie, quoi. En parallèle, je continue les podcasts et les vidéos que tu vois un peu partout sur Internet qui continuent à me faire marrer. En fait, si tu veux, j'ai trouvé un format Oui. dans lequel je me sens à l'aise, où je peux le faire facilement et ça me fait marrer de le faire, et où je me fais insulter de temps en temps. Donc, je trouve ça plutôt cool. Voilà. Je m'éclate à faire ça. Ok, et donc on te trouve où ton site internet est sur... Alors là où je suis le plus actif, bah, c'est simple, hein, vous tapez Mehmet Coach PNL, vous allez trouver, mais mon site internet, c'est mehmetgul.fr. Et là où je suis le plus actif, c'est encore Facebook, hein, n'en déplaise à tous les TikTokers et toute la nouvelle génération. Facebook reste l'endroit où j'ai le plus de contact avec les gens, où il y a le plus d'interactions, où je m'amuse le plus encore. Donc beaucoup sur Facebook, Mehmet Gul, simplement. Il y a toujours pour les personnes qui veulent me découvrir, qui veulent aller en savoir plus et avoir plus de contenu gratuit au départ, ma chaîne YouTube qui est toujours pareil, mehmetgul.fr. Et je suis un peu partout, quoi. TikTok. Alors TikTok, c'est une vraie révélation cette année parce que je me suis activé, je me suis vraiment mis sur le TikTok depuis le mois d'août. Et là, je suis à 32 000 abonnés, mais surtout, j'ai une vidéo qui a fait 1,1 million de vues. Et là où Jérémy se fout de ma gueule à chaque fois, il me dit, ouais, c'est très bien tout ça, mais est-ce que ça t'apporte des clients? Voilà. Tu vois, il se fout bien de ma gueule en me disant ça, donc il a raison. C'est pas parce que tu as beaucoup de followers ou de vues que forcément ça rapporte des clients. Donc voilà. Donc je suis sur Instagram également, TikTok, LinkedIn, voilà. Ok, bon. Eh ben merci beaucoup, Eh ben merci à toi, Morgane. Merci pour l'invitation. avec plaisir. À bientôt. À bientôt, merci. Vous venez d'écouter la phase B du succès. Laissez-moi vos commentaires sur la page et retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur mon site internet morgane-catoire.fr.